Vous savez que la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les violences sexuelles au cinéma a reçu Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Pio Marmaille et Jean-Paul Rouve. Et ils ont témoigné devant cette commission d'enquête sur les violences commises dans le cinéma. Ces auditions se sont tenues à huis clos, mais les comptes rendus écrits ont été publiés. Et moi, ça m'intéressait vraiment de voir ce qu'ils avaient dit. J'ai regretté qu'ils ne parlent pas, à découvert, mais je peux le comprendre. C'est-à-dire qu'un comédien, il vend du rêve, il n'a pas envie de le voir sans doute dans cette image-là. Je peux comprendre. Bon. Après les autres... les autres, c'était pas à huis clos. Même. Oui, d'autres, c'était pas à huis clos, c'est un peu étrange. Oui, on vend pas de rêve. Nous, sans doute. Est-ce qu'on leur propose systématiquement ou pas ? Je peux comprendre qu'un acteur célèbre n'ait pas envie de témoigner, mais comment ? De pas avoir envie, c'est pas un critère. Oui, je comprends sa position. Voilà. Compte tenu du ton de ces, de ces commissions, moi je comprends qu'on n'ait pas envie que ce soit. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont dit. Par exemple, Pio Marmaille. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse Pio Marmaille maintenant. Quand même. Mais vous vous trompez sur c'est un jeune acteur de talent qui a joué dans Les Trois Mousquetaires. Voilà ce qu'il dit. Oui, je pense que j'ai pu être lourd dans ma façon de signifier les choses. J'ai dû faire des plaisanteries qui ont été mal comprises. Il m'est arrivé de m'excuser verbalement et par écrit auprès de la personne heurtée par mes propos. Je vous assure que quand je dis ça, moi je suis le premier surpris parce que je travaille depuis 40 ans dans la rédaction. Et je ne crois pas que je pourrais dire ça, par exemple. Je suis surpris que dans le monde du cinéma, ils disent qu'il s'est excusé de comportements ou de mots qu'il aurait pu avoir. C'est les procès de Moscou. Éric Nolot. Oui. C'est les procès de Moscou. Moi, c'est mon feuilleton préféré. C'est dommage que ça soit à huis clos, parce que j'ai suivi toutes les autres auditions. Vous devez avouer quelque chose. Oui. Parce qu'ils vont vous interroger jusqu'à... Vous êtes bien sûr que... Donc, il faut dire quelque chose. D'accord. Mais attendez, être lourd, c'est pas un délit. On a encore le droit de faire des blagues lourdes. Ah bah si, oui, pour cette commission. mais c'est pour ça que je vous propose d'écouter. J'ai 52 ans, ça fait 20 ans que je fais ce métier, a dit Gilles Lellouche. Si je dois faire une radioscopie de mes comportements, c'est sûr que j'ai dû être lourd. C'est évident. Oui. La question sur des films polémiques faisait sans doute référence au film Les Infidèles, à l'origine duquel nous sommes Gilles et moi. Le point de départ des Infidèles, c'est un film de monstres, comme Les Monstres de Dino Risi. Là, il a raison, Jean Dujardin. C'est vrai que c'est un film... En fait, c'est toujours pareil, c'est un film de second degré. Donc, si tu commences à prendre le second degré pour du premier degré, c'est fini. C'est comme Calmos, c'est comme ces films-là. C'est pour Jean-Paul Rouve qui a joué Gabriel Maznev. Nous avons choisi un thème de monstre, l'infidélité masculine, dit Jean Dujardin. Malheureusement, il a parfois été mal compris, mal intégré. On a voulu le voir autrement, comme un film misogyne. Je ne crois pas qu'il le soit. Je dis, c'est l'esprit de Bertrand Blier. C'est Calmos. Si tu prends Calmos au premier degré, c'est fini. Non, mais ce puritanisme exacerbé est parfaitement insupportable. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Et comme le dit justement Éric Nolot, il faut avouer quelque Sarah chose Salman. pour que la parole, ça soit accepté par cette commission. Moi, je trouve que bizarrement, dit Jean Dujardin, on nous parle souvent de ce film en nous demandant si nous pourrions ressembler à ce genre de personnes. Mais quand je joue le juge Michel, on ne me dit pas « vous êtes plein de courage, c'est très bizarre ». Ben non, c'est pas bizarre. Là, il sait très bien, Jean Dujardin, qu'aujourd'hui, on porte un point de vue moral sur le film qu'on traite. À Cannes, on récompense des films dont le sujet est moral. Et à Cannes, si vous êtes accusé, vous n'êtes même plus nominé. Là, on parle de juger non seulement les comportements privés, mais ce que raconte un film, c'est une logique totalitaire. C'est ce qui était appliqué du temps du communisme, de l'hitlérisme, du maoïsme. C'est-à-dire que vous ne devez pas seulement avoir un comportement privé irréprochable, vos films doivent témoigner d'une adhésion à une idéologie qui est représentée par Madame Rousseau et ses assesseurs. C'est une régression sans pareil. Oui, mais en même temps, vous ne pouvez pas accepter qu'une personnalité publique ait des comportements déviants dans la vie privée. Une blague lourde, c'est pas... Excusez-moi. Jusqu'au contenu du film, excusez-moi, en quoi le contenu d'un film doit correspondre à des critères moraux. Mais je partage votre avis. Donc c'est quand même très étrange comme... je partage votre avis, j'entends ce que vous dites. Mais effectivement, l'infidélité masculine peut être traitée au cinéma. Oui. Comme un crime peut être traité au cinéma, c'est pas une promotion du crime. Enfin. Alors Lino Ventura lui expliquait par exemple qu'il voulait pas jouer des... Oui, ça c'est vrai. Voilà, de salauds, qui voulaient... il y a des acteurs qui n'ont pas envie d'être identifiés. Ça, c'est un choix personnel, il en a joué d'ailleurs, dans Touche pas au Grisby, mais enfin c'était au début de sa carrière. C'est pas vraiment... Il joue le rôle du méchant. Alors, moi, non, mais plus sérieusement... Olivier de la Garde. Ce qui me gêne dans cette histoire... Le sujet est un vrai sujet, les violences sexuelles dans le cinéma, c'est vrai. Je ne suis pas sûr, je suis même sûr de l'inverse, qu'une commission
d'enquête de l'Assemblée nationale soit la bonne institution pour faire avancer les choses. Surtout quand elle est dirigée par Madame Rousseau. Non, mais effectivement, moi, le ton, parce qu'on a vu l'accusation contre Dominique Besnéard, c'était insupportable. D'autres témoignages, toujours Jean Dujardin. Alexandre Dralami, que je connais très bien, avait demandé pourquoi aucun mec ne parlait. Eh bien, parce qu'à certains moments, nous n'étions plus audibles. Si on ne dit rien, on est suspect. Si on en dit trop, les autres s'imaginent que l'on cache un truc. Gilles Lelouch, j'ai vécu une expérience qui ne m'a pas traumatisé. J'ai tourné un film avec une réalisatrice sans voir qu'elle voulait me séduire. Je ne me sentais pas violemment agressé. Là, j'ai souri parce qu'effectivement, effectivement, il a raison. Je ne pense pas qu'il a été traumatisé. C'était des gestes comme des mains sous la chemise, dit toujours Gilles Lelouch. Si j'en faisais autant à une fille, ce ne serait pas normal. Elle m'humiliait devant les gens par sa manière de me diriger en me disant que ce que je faisais était nul, pas drôle. Bon, on va essayer de savoir qui est cette femme parce que c'est une réalisatrice. Il dit que c'était il y a une quinzaine d'années. Alors, je demande à Marine Lançon et on va voir il y a une quinzaine d'années la réalisatrice parce que comme on est un peu curieux, nous, il n'y a pas de raison qu'on ne... Regardez la filmographie. Voilà. Le tournage a été assez sordide, personne n'osait la contredire. J'ai commencé à associer cette entreprise de séduction au reste et après, quand même, 5 semaines, je lui ai demandé de ne plus m'adresser la parole. Écoutez. Parce que je vais ajouter une chose, cette émission présidée par Mme Sandrine Rousseau, qui est convaincue d'avoir instrumentalisé une affaire de violence sexuelle pour écarter un rival politique, puisque la justice a maintenant tranché. Pio Marmaille, j'ai tourné beaucoup de scènes de nu et de relations sexuelles lorsque j'étais plus jeune. Peut-être pour me protéger, je me disais que je me foutais du résultat. Pio Marmaille. Mais bon, c'est vrai que c'est un métier particulier, disons-le, parce que dans nos métiers, on ne tourne pas de scènes de nu. On n'est pas nu avec nos collaborateurs ou collaboratrices. Je vous confirme. Effectivement. Bon, avec le temps, je me suis rendu compte que je me sentais forcé, si je veux être honnête. C'est ce que j'éprouvais, a dit Pio Marmaille. Bon. Moi, je ne vois pas très bien où peut aller cette commission d'enquête. Ils vont faire quoi? Ils vont mettre un référent dans chaque studio pour alerter article 40. Mais c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut. Arrêtez avec ça. Soit c'est effectivement une infraction et ça relève de la justice. Qui a le débat contradictoire, là, ce n'est pas des débats contradictoires auxquels nous assistons, c'est une commission d'enquête. Soit arrêtons de faire de la morale. Et ça, c'est absolument insupportable. Les politiques ne sont pas là pour faire de la morale. L'instauration d'un art officiel. Voilà, c'est tout. Quoi un art officiel, ils veulent un art officiel. Mais vous n'imaginez pas, je vous assure, je crois que vous n'avez pas conscience tous, et je me mets dedans, combien nous avons changé de société et d'époque. Je vous parle souvent de Madeleine. Toujours dans le bon sens. Je vous parle souvent de Madeleine, qui est l'application de l'INA, et je regarde très souvent Madeleine. J'ai regardé la semaine dernière un bouillon de culture de 1992 avec Bernard-Henri Lévy, Bernard Pivot et Françoise Giroud. Ce qui se dit dans cette émission, c'est il y a 30 ans, les trois sont au bûcher. Je ne peux pas vous dire autre chose, les trois. Françoise Giroud, elle y est, Bernard-Henri Lévy, il y est, et Bernard Pivot qui sourit, il y est. C'est sidérant. Mais moi, je préfère cette télé-là. De 92 à celle d'aujourd'hui, je vous le dis. Évidemment. Et cette liberté. Oui. Et Françoise Giroud, vous ne pouvez pas la taxer. Mais ce qu'elle dit, c'est incroyable. Ce ne serait plus audible. Audible. Et le lendemain, il y aurait. Je pense que Bernard Pivot, il ne pourrait pas faire son émission. Delphine Ernotte dirait dehors. L'expérience que j'ai eue, surtout comme magistrat. Georges Fenech. Je me méfie de ceux qui font la morale. Oui, et la censure. Ce sont souvent les pires. Et la censure. Ce qui est amusant, c'est qu'en ce moment... Écoutez Dominique Besnéard, s'il vous plaît. On l'avait écouté vendredi, je l'ai eu d'ailleurs. Il était à Oulgat ce week-end. Il m'a dit qu'il viendrait nous voir. Il m'a dit, je vous jure, je viendrai te voir, je t'aime bien, bidule et ça. Il n'aime pas trop ces news. Il a le droit, mais... En fait, il aime bien ces news, mais il n'ose pas dire qu'il aime bien ces news. C'est un peu plus compliqué. C'est comme beaucoup de gens que je crois, je dis oui, c'est bien ce que vous voulez bien. Il n'ose pas le dire parce que c'est compliqué de dire j'aime bien ces news. Alors que au milieu du cinéma, c'est compliqué de dire ça. Mais dans le milieu, vous voulez que je vous dise? Regarde, là, il est 9h12. Tout le monde du cinéma nous écoute. Parce que les comédiens, ils se lèvent plutôt tard, généralement. Ils nous aiment plutôt bien et ils nous écoutent. Ils le disent plutôt bien parce que vous parlez aussi de cinéma, de théâtre. Et ils savent notre passion commune pour les comédiens. Dominique Besnéard.
quand vous avez des propos dénigrants sur les personnes qui parlent, eh bien derrière vous envoyez un message à l'ensemble. Mais c'est quoi les propos dénigrants? Dites-moi, vous racontez des histoires que vous voyez dans la presse. Moi d'abord, j'ai pas de tweet et des choses que j'ai dites à une époque quand Gérard Depardieu, c'est il y a combien d'années? Il y a un moment donné, ça va. Non mais là vous venez parler. Si c'est mon exemple... procès, je me taille tout de suite. Mais déjà vous êtes dans une commission d'enquête. Non, mais une commission d'enquête, on a l'impression que vous voulez me faire dire quoi? Non, mais Gérard Depardieu, je ne dois pas dire que je l'ai apprécié à une époque. Non. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais la question, en plus, vous avez le droit encore de l'apprécier. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Absolument. Vous n'êtes pas là pour me faire la morale. Je suis désolé, madame. Absolument. Et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Comment ça bien faire? Voilà, mais il a raison. Il a tellement raison, parce que tout le monde pense tout bas. Il a raison. Et il applaudit. Écoutez, donc voilà, c'était... Quel est le but de cette commission d'enquête à la fin? Je me demande. Voilà, mais alors, si je peux rajouter quelque chose, parce qu'on parle du retour de la censure. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en ce moment, au musée Picasso, il y a une exposition formidable sur l'art dégénéré. C'est-à-dire ces artistes dans les années 30 qui ont été expurgés des musées en Allemagne par les nazis. Et alors, évidemment, tout le monde se dit, c'est insupportable de voir comment est-ce que on a censuré. Et on retrouve aujourd'hui, différemment, mais une autre forme de censure. C'est totalitaire. Oui. Écoutez, moi je voudrais dire une chose, c'est que d'abord le cinéma on l'aime, ces comédiens on les aime, ils ont beaucoup de talent. Tous ceux qu'on vient de citer. Canal+ est partenaire du cinéma. C'est dire l'implication du groupe dans le cinéma français et c'est dire combien on a envie de les accompagner, bien évidemment, et que la morale, elle doit exister, bien sûr, dans certains... Bon, mais les films, je veux dire... Si un artiste devait être lisse... Oui. Il ne serait plus un artiste. Le cinéma français se porte très bien d'ailleurs. Le cinéma français se porte très bien. Et les comédiens qu'on a cités, Gilles Lelouch par exemple, c'est un comédien, vraiment, sa trajectoire est formidable. Le comédien, le réalisateur qu'il est devenu, je veux dire, c'est quelqu'un même qui te surprend. L'amour ouf, c'était très surprenant. Et puis, il y a Pupille, j'avais vu ces films-là avec la fille de pas Caroline Henry, Judith... pas Judith Henry, Jeanne Herry. Bon, qui est formidable. Donc, c'est des comédiens, vraiment, Jean Dujardin, bien évidemment, qui est une vraie vedette, puis Omar Maille, tous ces jeunes comédiens, moins jeunes parfois. Donc, ils savent, et souvent, nous parlons ici de ces comédiens. On a beaucoup parlé d'Émilie Dequesne hier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. On a vu ces films avec Moi, j'ai regardé le... Vous avez regardé Pas son genre, par exemple? Oui, c'était un très très beau film. Que film. vous aviez jamais vu. Que je n'avais jamais vu. Mais formidable. Vous aviez passé la bande-annonce. Mais c'est formidable. Macri, moi, vous savez. C'est formidable. Alors, puisqu'on parle de cinéma, un mot de Blanche-Neige quand même. Un mot de Blanche-Neige qui sort aujourd'hui. Alors, c'est un budget colossal. C'est un budget, paraît-il, à 300 millions de dollars. J'étais surpris. C'est quand même pas rien. Je ne sais pas si on a une image de Blanche-Neige. On ne l'a pas, me dit Marine Lançon. On en parlera tout à l'heure. L'actualité, évidemment, internationale, c'est Trump-Poutine. Et je vous propose d'écouter Elisabeth Guedel. C'était une très bonne conversation, productive. C'est en ces termes sur son réseau social que Donald Trump a qualifié ces plus de 2 heures d'entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Selon la Maison-Blanche et le Kremlin, les deux dirigeants ont convenu d'un arrêt immédiat des attaques russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes pour 30 jours et dans le même temps, la poursuite des discussions pour parvenir à un cessez-le-feu total. Une trêve donc limitée, première concession de la part de Moscou, mais le président russe a posé ses conditions pour qu'il accepte un cessez-le-feu plus global, notamment l'arrêt complet de l'aide occidentale à Kiev et du réarmement de l'armée ukrainienne, des conditions qui montrent, selon le président ukrainien, que Vladimir Poutine n'est pas prêt à mettre fin à la guerre. Les communiqués publiés par Washington et Moscou ne mentionnent pas un partage éventuel des territoires entre l'Ukraine et la Russie, contrairement à ce que évoquait le président américain ces derniers jours. En tout cas, seule certitude, Moscou et Kiev vont échanger des prisonniers de guerre ce mercredi, 175 de chaque camp. Emmanuel Macron, tout ça va dans le bon sens, il a pris la parole hier. Les dernières discussions vont dans le bon sens et nous voulons en effet un règlement solide et durable pour l'Ukraine et pour la sécurité en Europe. Et à ce titre, grâce au travail
avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, nous avons, je crois, œuvré utilement pour convaincre le président Zelensky. Et il a fait, je crois, un très bon choix d'avoir le courage de prendre une initiative de paix avec le président Trump en acceptant un cessez-le-feu pour 30 jours. Et je vous propose d'écouter une deuxième fois le président de la République. Objectif. Monsieur le chancelier a rendu compte des échanges que nous avions eus avant cette conférence. Les premières étapes se mettent en place, mais l'objectif doit rester le même. Avoir un cessez-le-feu mesurable et vérifiable, pleinement respecté. Lancer des discussions de paix détaillées et complètes qui permettront d'avoir une paix solide et durable et les garanties qui vont avec. Cela reste notre objectif et évidemment cela n'est pas concevable sans que les Ukrainiens ne soient autour de la table. C'est là aussi avec constance que nous avons défendu. Bon, Éric Nolot, d'abord je voulais vous remercier parce que je vous ai entendu dimanche dans une émission où vous expliquiez que ce plateau de l'heure des pros n'est pas pro-russe. Oui. Parce que c'était. Il y a tous les jours des accusations. Donc voilà. Donc bien évidemment, je vous remercie. Vous viendrez à notre procès de Moscou et ça nous fera plaisir. Et là, il n'y a pas grand-chose à dire, ni sur les mots d'Emmanuel Macron, ni sur le fait que manifestement Trump et Poutine sont en train de négocier cette paix. Sans les Ukrainiens, donc. Mais moi, sans l'Europe. Hein. Et sans l'Europe. Non, mais moi, je pense que bon, les masques tomberont un jour. Là, il faut bien se dire une chose, la Russie est dans une logique de prédation. Les conditions posées par M. Poutine, c'est on désarme l'Ukraine, on cesse le renseignement, c'est-à-dire un pays complètement désarmé. Pendant ce temps-là, eux vont se réarmer et la prochaine occasion sera la bonne. Donc pour M. Poutine, l'Ukraine n'existe pas. Donc on n'a pas du tout, je pense, la bonne vision. Nous, on est là, oui, ça va dans la bonne direction. Il a raison, M. Macron, c'est un petit pas, ça va dans la bonne direction. Mais l'objectif final de la Russie, ça n'a pas changé. Dans l'entourage de Poutine, on continue de parler de dénazification de l'Ukraine, ce qui est complètement absurde, et de dire que de toute façon, les territoires conquis resteront. Ils ne céderont rien. Le projet, à plus ou moins long terme, c'est d'annexer l'Ukraine d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est l'ambition. Olivier de Lagarde. L'ambition des États-Unis, l'ambition de Donald Trump, en fait, c'est qu'il n'a rien à fiche de l'Ukraine, rien à fiche de l'Europe. Son ambition, c'est de séparer Moscou de Pékin. Et donc, c'est pour cette raison qu'il cherche à se rapprocher de Moscou. Il faut avoir une vision plus globale. Hein. Son vrai problème, c'est les Chinois. Et quelque part, les Iraniens. Non, mais il est possible qu'il y ait une sorte de Yalta entre la Chine qui dit je prends Taïwan, la Russie qui dit je prends l'Ukraine et l'Amérique qui dit je prends le Groenland. Voilà. Que tous ces gens-là se parlent entre eux et que nous, Européens, soyons ou les dindons ou les victimes de cela. Alors je pense que c'est Taïwan, une hypothèse compliquée. Hein, c'est une hypothèse possible. En tout cas, c'est un monde, effectivement... Et je pense que pour Donald Trump, la question européenne, elle n'existe pas, en fait. Voilà. Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire, sauf si Georges Fenech... Quand on est européen et français, on vit ça comme une humiliation. Ça se passe en Europe et on est spectateur. Oui, voilà, enfin... on a un président de la République qui commente, en réalité, ce que tout le monde peut voir. Je vous assure, il y a tellement de motifs d'être humilié en France depuis de nombreuses années que c'en est un supplémentaire. Si on pouvait se passer de celui-là... Oui, mais on pourrait parler des relations avec l'Algérie également et d'autres.